Par bien des aspects, les bactéries, les virus et les parasites sont les organismes vivants les plus coriaces sur Terre. Chaque animal et chaque plante héberge ses propres souches virales. La coexistence entre l'hôte et son compagnon microscopique est souvent pacifique, mais pas toujours. Parmi les risques de catastrophes planétaires, une pandémie naturelle figure assez haut dans la liste. Au cours de l'histoire, ces organismes ont fait des millions de victimes, et ce n'est pas terminé. Avec la généralisation des voyages, une pandémie pourrait se répandre très rapidement dans le monde entier. Ce n'est pas parce que nous avons survécu à ce type d'événements par le passé qu'ils ne nous seront pas fatals à l'avenir. The people of San Francisco celebrate. You've seen the signs they carry. Kaiser Wilhelm. 1918. Partout dans le monde, on fête la fin de la Première Guerre mondiale, comme ici sur Market Street à San Francisco. Just outpourings of a great joy. La victoire des Alliés met un terme à 4 années de cauchemar. Pourtant, un nouvel ennemi est en embuscade. Un ennemi bien plus meurtrier que les obus ou les gaz toxiques. Sur ces images, on remarque que certains portent des masques. Baptisée grippe espagnole, une pandémie se propage comme une traînée de poudre. Près de la moitié de la population mondiale est touchée et 80 millions de personnes en meurent. Dans tous les cimetières britanniques, on trouve des tombes datant de 1918. Le bilan final de la pandémie mondiale a été bien supérieur au bilan de la Première Guerre. Largement supérieur. On ignore encore pourquoi la grippe espagnole de 1918 a été aussi meurtrière. D'une certaine façon, c'est le plus grand mystère du XXe siècle. Comment 80 millions de personnes ont-elles pu mourir? Pour John Oxford, l'étude de ce virus presque séculaire pourrait nous aider à mieux affronter des pandémies futures. Ce jeune homme est décédé à Prague en 1918 de la grippe espagnole. Ça, c'est un échantillon de ses poumons. Si on parvient à identifier 1, 2 ou 3 gènes dont le potentiel de virulence correspond à celui de la souche de 1918, on pourra appliquer les données à la situation actuelle. Près d'un siècle plus tard, d'autres souches virales sont apparues, comme la grippe aviaire et la grippe porcine. À première vue, elles semblent beaucoup moins dangereuses. Mais John Oxford nous met en garde. La grippe aviaire n'a pas encore tué autant de monde, mais elle continue d'évoluer et de se perfectionner. Elle pourrait devenir capable de se propager depuis le sud-est asiatique. Il faut savoir que pendant la Première Guerre mondiale, dans le camp militaire britannique d'Étaples, il y avait eu environ 200 morts. 2 ans plus tard, le virus avait pris de la vitesse, un peu comme un avion, et tué 80 millions de personnes. C'est ça le danger. Un virus pénètre dans nos cellules et commence à se répliquer en utilisant les ressources des cellules. Les plus dangereux sont les virus à ARN. Dépourvus de mécanismes de correction des erreurs, ils présentent un taux de mutation élevé. La plupart de ces mutations ne sont pas viables, mais certaines survivent et se propagent. Comme le disait Darwin, c'est le plus fort qui survit. Un virus lâche un grand nombre de mutants dans la nature pour être sûr qu'il y en aura un qui résistera. Le caïd de la bande, le plus virulent. C'est celui-ci qui se propage. Les choses se gâtent quand un virus à ARN hébergé par un animal contamine l'homme. Des souches différentes peuvent se combiner pour créer une souche nouvelle qui prend le système immunitaire complètement au dépourvu. Il y a un siècle, c'est ainsi que le VIH est passé du singe à l'homme. Le SRAS et le virus Ebola ont été transmis par les chauves-souris. Une maladie qui saute de l'animal à l'homme est appelée zoonose.
Les chasseurs de virus comme Nathan Wolf en découvrent régulièrement de nouvelles. Quand il y a des animaux sauvages apprivoisés dans un village, il y a un risque pour qu'enfants et adultes se fassent mordre. Les gens qui chassent et dépècent un animal sont forcément en contact avec le sang et les fluides corporels susceptibles d'abriter des maladies infectieuses. C'est comme ça qu'on a fait une découverte essentielle concernant la transmission des rétrovirus appartenant à la même famille que le VIH. On a isolé des souches humaines qu'on n'avait jamais vues avant. Malheureusement, ce n'est peut-être que le début. Ce qu'on a découvert jusqu'à présent n'est que la partie émergée de l'iceberg. La population humaine vient juste d'entrer dans une phase nouvelle. Avec le développement du transport aérien, le monde entier est devenu un petit village. Grâce à des logiciels sophistiqués, les scientifiques de l'Institut royal de technologie à Stockholm ont pu établir comment notre civilisation réagirait à une pandémie d'une ampleur similaire à celle de la grippe espagnole de 1918. Leurs conclusions ne sont pas encourageantes. On a fait de nombreuses simulations de ce scénario avec nos logiciels et la progression est spectaculaire. Imaginons qu'une personne contaminée en Asie du Sud-Est rentre à Stockholm. Au moment où l'avion atterrit à l'aéroport d'Arlanda, 5 personnes, dont le porteur de la maladie, seront contaminées. Ensuite, la contagion se propagera dans tout le pays extrêmement rapidement. Le virus contamine les foyers et les lieux de travail, mais plus particulièrement les endroits publics très fréquentés. Mettre au point un vaccin et pouvoir en assurer la distribution à temps est quasiment impossible. Les répercussions se font sentir au bout de 2 mois. La 8e semaine, 100 000 personnes sont atteintes. La 9e, 300 000. Puis les chiffres grimpent en flèche jusqu'à ce que toute la population soit contaminée ou décède. Les résultats de cette simulation sont effrayants. Près de 7 millions de Suédois sont touchés par la maladie. Un demi-million de personnes en meurent. Si on assistait aujourd'hui à l'émergence d'un nouveau virus, notre système de santé publique s'effondrerait. On serait confronté à des problèmes absurdes, comme le nombre de morts à enterrer en une semaine. À l'échelle mondiale, 70% de la population serait contaminée et 1 milliard d'êtres humains mourraient. Faut-il envisager l'émergence de souches virales capables de provoquer des ravages encore plus terribles, voire de nous rayer définitivement de la carte? Imaginons que la prochaine fois apparaisse un virus qui combine la virulence et le taux de létalité du virus Ebola, la transmissibilité de la grippe et la période d'incubation du VIH. Les conséquences seraient sans aucun doute gravissimes. À la façon d'un cheval de Troie en informatique, ce virus diabolique se propagerait dans le monde entier sans que nous en soyons conscients et finirait par nous anéantir. C'est un scénario peu probable, mais possible malgré tout. Il ne faut jamais sous-estimer un virus. Jamais. En principe, il n'y a aucune raison pour que la nature n'en soit pas capable. Cela exigerait une combinaison improbable de processus d'évolution. Mais c'est certainement un des principaux risques existentiels envisagés jusqu'à présent. Voilà pourquoi la menace que représentent les micro-organismes est en 6e position sur notre liste.